Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous faisons un arrêt sur le stand Atmosphère d'ailleurs. Nous sommes au salon Maison et Objets 2018 et cette marque a été remarquée, repérée par les tendanceurs de cette année. Donc je suis en compagnie de Thierry qui est le fondateur de la marque et je lui tends le micro pour nous présenter. Bonjour, bienvenue sur le stand Atmosphère d'ailleurs. Alors il y a un grand paradoxe entre les tendanceurs et notre marque qui présente des produits complètement intemporels, puisque ce sont des antiquités, mais ça veut dire qu'ils aiment aussi les objets, les meubles qui ne sont pas que des choses mode et qu'ils aiment aussi l'intemporel et la pérennité. Voilà. Alors là, vous êtes dans une pièce, une des pièces que je préfère du stand Atmosphère d'ailleurs, parce qu'on a une table basse en Walang qui est absolument incroyable. C'est vraiment une sculpture naturelle, une sculpture qui a été faite par la main de l'homme, enfin par la nature et perfectionnée par la main de l'homme. En ce sens que c'est un arbre qui s'est cassé. Et ce qu'on voit là, ce sont vraiment la cassure naturelle de l'arbre. On a été le chercher dans une rivière de Bornéo. On l'a coupé en deux et après il y a eu tout un travail de polissage et de patine de ce demi-tronc d'arbre. En fait, on a fait deux tables basses avec le tronc et ça donne un résultat qui est vraiment une sculpture naturelle, une table basse absolument incroyable. Voilà. Ici, vous avez un cabinet d'apothicaire dans lequel les herboristes, les pharmaciens chinois du XVIIIe siècle mettaient rangées, classées toutes les herbes, les cornes broyées, enfin voilà, tous les racines, enfin, tout ce qui contribue à la pharmacopée traditionnelle chinoise. Mais voilà, je trouve que cette façade de multiples tiroirs, c'est un vrai tableau. Derrière, vous avez derrière là et puis ici, vous avez des pagaies que je trouve très intéressantes aussi parce que ce sont des pagaies qui sont trouvées au fond des rivières à Bornéo. C'est-à-dire qu'il y a des plongeurs, des jeunes, qui attendent la saison sèche parce qu'en saison des pluies, il y a beaucoup trop de courant et ils plongent jusqu'à 25 mètres pour retrouver des pagaies que des pagayeurs ou des gens dans des pirogues ont laissé tomber. Et du coup, ces pagaies, vous voyez qu'elles ont été corrodées, attaquées par des animaux des rivières, voilà, et ce qui donne une texture absolument incroyable. Et en fait, le point commun de toutes ces pièces, c'est vraiment l'authenticité, la beauté des patines et la beauté des textures. On le verra surtout avec les plateaux de table en orme tout à l'heure. Ici, vous avez une paire de, fauteuils de lettrés du XVIIIe siècle chinois qui sont très originaux par leur forme. Souvent, on trouve des meubles, des fauteuils comme ça qu'on appelle fauteuils en fer à cheval ou des fauteuils en bonnet de lettré, mais ceux-là ont une forme absolument incroyable. Et ceux-là, je les aime beaucoup parce que ils sont anciens, mais leur forme est très très design. Ici, c'est donc le dossier est constitué d'une seule pièce de bois qui était trempée autrefois dans l'eau pendant 2 semaines environ et après chauffée pour pouvoir la galber comme ça sans la casser. Et sur le côté, vous voyez que les pieds, pareil, sont constitués d'une seule pièce de bois, pied avant, pied arrière, qui est affinée dans le côté pour pouvoir la plier et dans lequel s'encastrent des traverses qui viennent supporter le dossier. C'est construit comme une charpente, c'est très intelligemment construit, avec des moyens très rudimentaires et très simples, mais on a une patine qui est absolument superbe et une forme qui est d'une modernité incroyable et complètement intemporelle. Voilà pourquoi ces objets m'émeuvent et me passionnent. Ici, vous avez un mur de guébas. Alors les guébas, c'est très rare. En fait, il n'y a eu qu'une collection au monde de guébas qui a été constituée par François Dautrem dans les années 50 à 70. Et ce sont des collages de morceaux de tissu que les femmes chinoises récupéraient, des vêtements trop usagés, trop élimés pour être accommodés. Et elles les collaient avec de la colle de riz. Elles faisaient ces plaques qui n'avaient aucune prétention artistique, mais qui évoquent tantôt Soulages, tantôt Simon Entaille, tantôt Serge Poliakov, tantôt Nicolas de Staël. C'est incroyable, à tel point qu'ils ont été présentés au musée de Guggenheim de Bilbao et au centre Georges Pompidou à Paris. Parce qu'il y a une vraie parenté entre ces créations de femmes
qui n'avaient aucune prétention artistique, et les grands artistes abstraits américains ou français de l'après-guerre. Et donc ces collages avaient vocation à être découpés pour faire des semelles de chaussures, de souliers, ou des doublures de vestes, des poches ou des cols de vestes. Et donc ils avaient vocation à être détruits. Et François Dautrem en a collecté beaucoup et les a sauvés du découpage en quelque sorte. Et c'est une belle histoire. Voilà. Mais malheureusement, il y en a de moins en moins. J'ai racheté une grosse partie de la collection de François Dautrem. Et actuellement, nous sommes des détenteurs au monde qui ont le plus de guébas. Voilà. Mais on est 2 au monde à en avoir, mais j'ai racheté les 3/5 de la collection. Voilà. Ça, ce sont des pots à gingembre qui étaient faits au 18e en Thaïlande, pardon, et qui étaient exportés vers Bornéo, dans lesquels ils mettaient du gingembre à confire dans du vinaigre. Et la profondeur de verre des glacis est absolument superbe. Donc là, on a des roues qui sont, comme vous le voyez, très texturées. Et là aussi, je trouve que ce sont quasiment des sculptures. C'était des roues de chars indiens, des chars de procession sur lesquels on transportait les divinités représentées par des statues en bois, donc Shiva, Ganesh ou autres. Et voilà, ces roues ont été transformées par des roues à pneus, enfin remplacées par des roues à pneus. Et du coup, ces roues, voilà, on les réemploie, on les socle et on en fait des sculptures parce que la texture du teck est absolument incroyable. On sent la vie de l'objet, on sent que la roue a roulé pendant un siècle et demi, et aujourd'hui la texture, la patine sont absolument incroyables. Ça, c'est une table Naga qui est intéressante parce que vous voyez, les pieds sont évidés dans la masse. Le Nagaland, c'est près du royaume du Bhoutan, et là-bas ils n'ont pas de connaissances théoriques très précises de la tradition du bois et puis de l'ébénisterie. Donc ils s'embêtent pas, ils prennent des arbres, ils les coupent et ils évident les pieds dans la masse, et comme ça c'est costaud, il n'y a pas d'assemblage et il n'y a pas besoin d'apprendre l'ébénisterie. Voilà. Ici, une armoire chinoise qui a une très très belle proportion de la dynastie Qin, c'est-à-dire 19e, mais qui est atypique par sa hauteur et son élégance. Là, c'est ce qu'on appelle un vêtement de pluie. En fait, c'est la jupe du vêtement de pluie. Il y a une partie supérieure aussi. Et je l'ai rapporté d'un voyage dans le Yunnan, dans le sud de la Chine. Et vous voyez que selon le recto et le verso, la texture est complètement différente. Mais c'est des vêtements que les paysans portaient dans les champs quand ils allaient cultiver dans les montagnes du Yunnan. Et notamment quand ils allaient cultiver le riz. Là, on a un très joli petit support d'autel domestique qui vient du Shaanxi et qui est 18e aussi. En général, j'achète des pièces très très sobres, intemporelles, qui ne sont pas typées géographiquement, ni dans le temps, ni dans l'espace. Mais parfois, je trouve que les sculptures ornementales du mobilier chinois, quand elles sont anciennes et pas trop sophistiquées, ou en tout cas pas trop ostentatoires, parce que j'aime pas les sculptures dorées, laquées rouges, etc. Mais là, on a une élégance de patine, une matière un petit peu délavée comme ça, et c'est un meuble sur lequel voilà, on mettait des autels domestiques, et puis dans le tiroir, on rangeait les encens, les cachets de cire, etc. Mais je trouve très émouvant. On va continuer. Là, alors nous sommes en train comme on ne vend que des pièces uniques, chaque soir, nous enlevons toutes les pièces qui sont vendues et on les remplace par d'autres pièces. Là, vous voyez des tabourets qui viennent de fermes ou de maisons de différentes régions de la Chine, et qui sont tous très intéressants par leur texture. Vous voyez
la vie du bois, les marques de l'orme, parce que la plupart sont en orme, une certaine épaisseur, et il se dégage beaucoup de poésie de ces tabourets qui sont des créations vernaculaires, hein. Chacun se faisait son tabouret, voilà. Donc ils sont tous différents, mais c'est quelque chose qui se place dans tous les espaces d'une maison, c'est-à-dire que ça peut se mettre aussi bien dans une cuisine, une salle à manger, une salle de bain, on met des serviettes dessus, devant une cheminée, dans une chambre on s'en sert de chevet. C'est vraiment l'objet qui se déplace partout, qui n'a pas une fonction attitrée, mais qui est l'objet multifonction, mais chargé de poésie, et qui donne vraiment une plus-value d'âme à une maison. Aussi bien ce type de mobilier clair comme ça en norme, on en reverra là-bas, fonctionne aussi bien dans les appartements parisiens, les lofts new-yorkais, la montagne, le bord de mer. Voilà, ça fonctionne dans tous les intérieurs. Il faut savoir mixer, matcher les bois, les matières, les textures. Là, on a une table basse absolument incroyable, puisque c'est une seule pièce de bois, qui n'est pas dans le sens de la hauteur du tronc, mais dans le sens de la largeur du tronc. Et en fait, vous voyez, c'était un arbre qui a poussé en CP avec 3 troncs, un premier départ là, un autre là et un troisième là. C'est un arbre qui faisait au moins 3,30 m de diamètre, hein, puisque là on est au cœur du tronc, on n'est pas dans l'aubier, pas dans l'écorce, etc. Et donc c'est une tranche de cet arbre qui a été coupée il y a une quarantaine d'années et qu'on a brûlé 3 fois, poncé. Enfin, il y a tout un travail d'un atelier voilà, dans lequel on brûle le bois, on le patine, etc. Donc tantôt ça fait des finitions qui sont brunes dans des tons un peu écureuils comme cette tranche de racine de teck. Et puis brûlé, on a l'impression parfois que les pièces sortent d'un incendie, mais ça fait des couleurs très très profondes. Ici, on a un totem du Nagaland, donc on est dans la même région que la même provenance en tout cas que la table qu'on a vue tout à l'heure. Et ce que vous voyez là évoque les cornes du buffle, puisque le buffle est un attribut de richesse. Et donc les chefs de village ou autres mettaient ou faisaient sculpter un nombre de têtes de buffle qui est proportionnel à la dimension de leur troupeau d'une part, et d'autre part le nombre de têtes de leurs ennemis qu'ils avaient tués. Voilà, comme ça, ils affirmaient leur pouvoir, leur attention danger, il ne faut pas m'embêter, quoi. Là, vous avez un meuble, pareil, 18e du Shaanxi, qui est très poétique parce qu'il a ces éléments métalliques d'origine, ces ferrures d'origine, ce qui est très rare dans le mobilier chinois. Pourquoi ? Parce que sous Mao, ils avaient besoin d'acier, de produire de l'acier, mais ils n'avaient pas suffisamment de ressources. Et du coup, ils ont dépecé toutes les portes et le mobilier de leurs éléments métalliques. Et donc, sur la plupart du mobilier chinois ancien, on retrouve des éléments métalliques qui sont postérieurs, qui sont même le plus souvent récents. Mais là, il y a une belle patine, et puis la patine de ces petites plaques métalliques est vraiment très très élégante. Là c'est pareil, on a une coupe en bois mais qui est incroyable, elle fait 1,10 m de diamètre, je l'ai rapportée il n'y a pas longtemps d'Indonésie, je n'ai jamais vu de ma vie, et ça fait 21 ans que je fais ce métier et j'ai été une 60aine de fois en Indonésie, je n'ai jamais vu de coupe en bois de ce diamètre dans une seule pièce de bois, c'est un truc incroyable. Là, ce sont des lampes créées par un designer franco-américain, mais qui vit en France, qui s'appelle Marc Edenscoulé. J'avais découvert cette technique de tressage du métal comme des côtes de mailles, qui est une technique spécifique de l'île de Sumba en Indonésie. Et donc j'ai invité Marc avec moi lors de 2 voyages à venir travailler dans les ateliers. On a élaboré des formes qu'il a dessinées, mais on a travaillé ensemble dans les ateliers pour que les artisans se familiarisent aux formes qu'on attendait d'eux. Et du coup, ça aboutit à une collection très importante d'une quinzaine de modèles qui se font en métal, en acier en fait inoxydable. Donc ça tient à l'extérieur. Couleur silver ou couleur noire ou en fil de laiton massif. Voilà. Là on a des gongs de Sulawesi en cuivre et bronze, mais pareil, qui ont une belle patine vert de gris, c'est pour ça que je les ai achetés.
Ici, une console en orme claire. J'ai été le premier, il y a une quinzaine d'années, à présenter à Maison et Objets du mobilier chinois en bois délavé. Et j'ai été pendant 5 ou 6 ans le seul à en présenter. Et puis certains confrères belges, hollandais et d'autres se sont mis à en présenter aussi. Mais Atmosphère d'ailleurs reste reconnu comme étant le stand qui présente les pièces les plus élégantes, les plus fines, les plus remarquables. Voilà. Bon, je ne dis pas ça par auto-satisfaction, mais c'est les renvois que me font mes clients. Là, je suis désolé d'être très encombré, mais c'est typiquement un exemple. Moi, j'aime beaucoup le réemploi. Donc, je rachète du bois ancien. Par exemple, notre sol, c'est du bois de fer qui vient de ponts de Bornéo. Ils étaient utilisés pour les ponts et pour les quais de déchargement dans les ports. Et donc je le rachète et je lui donne une nouvelle vie. Ça, c'est une porte indienne à laquelle on a donné une nouvelle vie parce qu'on a fait une table. Et tout ce que vous voyez derrière, c'était des portes anciennes de maisons en bois démolies en Chine. Donc des portes en orme qu'on retrouve très sales, très foncées, dans les tons gris, etc. Et qu'on délave, qu'on reponce pour retrouver la couleur naturelle du bois, donc de l'orme. Et ça fait des textures qui sont absolument passionnantes, quoi. Donc cette couleur naturelle de l'orme, on la retrouve sur des consoles, des tables basses, des buffets, des plateaux de table, des étagères. On a toute une gamme de mobilier comme ça en ton très clair, dont les couleurs varient selon l'âge d'une part du bois, selon la nature de l'orme parce qu'il y a plusieurs variétés de l'orme, et puis aussi selon l'endroit où il a été utilisé parce que beaucoup de maisons, enfin la plupart des maisons en Chine étaient chauffées au charbon et du coup les meubles les meubles qui ont passé 100-150 ans dans une maison sont gris-noir, noir anthracite, quoi. Donc il y a tout un process de décapage et on travaille aussi beaucoup sur la finition pour avoir un toucher qui soit absolument très agréable. Donc on finit les pièces au papier journal. Tant que le papier journal accroche, ça veut dire qu'il faut continuer de poncer. Une fois que le papier journal n'accroche plus, on se dit que nos clients ne se mettront pas d'écharpe dans les doigts et que la pièce a un toucher suffisamment doux pour être digne des critères d'exigence, d'atmosphère d'ailleurs. Voilà, derrière encore un cabinet de médecine du 18e en Chine. Ici, une pièce complètement atypique, c'est un élément de plafond de palais indien du début 19e. Donc c'était un plafond circulaire et là c'est un élément. Alors certains peuvent se dire mais finalement je détruis le patrimoine en dilapidant ces pièces-là. En fait, il faut savoir que quand j'ai commencé, que je voyais en Inde des énormes portes de temples stockées dans des espaces absolument gigantesques à ciel ouvert, je me disais qu'on était vraiment en train de détruire un patrimoine. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans tous ces pays, que ce soit la Chine, l'Inde ou l'Indonésie, il y a des maisons en bois qui sont démolies, il y a des quartiers qui sont démolis pour construire, voilà, la ville évolue, l'espace routier évolue aussi, donc il y a toujours de la destruction et de la reconstruction. Et tant qu'il n'y avait pas de marché à l'export, ces pièces étaient brûlées, parce que là-bas ils ont très peu de bois, et donc les démolisseurs brûlaient le bois. Et moi j'ai commencé en 96, et dans ces années-là, ils ont pris conscience, à partir des années 90, que tout ça avait une valeur, qu'il ne fallait pas le détruire, et donc ils ont commencé à tout restaurer. Enfin, voilà, parfois, quand une maison doit être démolie, elle est démolie, mais au moins rien n'est jeté, tout est restauré, réemployé, et ils le vendent à l'export, où maintenant il y a tout un marché local, parce que des personnes assez aisées en Inde par exemple, qui voient ces pièces dans des revues de décoration internationales, sont très contentes finalement de se les réapproprier, ce que je trouve très très bien. Voilà, c'est bien que ces pièces retournent. Voilà. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand il n'y avait pas de marché local, s'il n'y avait pas eu de marché à l'export, elles auraient été définitivement détruites parce que brûlées. Voilà, donc il faut le savoir. Nous ne sommes pas des pilleurs de patrimoine.
Là, c'est encore un exemple de réemploi, puisque c'est une entreprise de filature indienne du 19e siècle qui a été démontée. Et là, ce sont les parquets qui ont été réemployés pour en faire des plateaux de table. Les charpentes métalliques ont aussi été réemployées pour faire des pieds de table, etc. Enfin voilà, on est dans le réemploi permanent. Ici, des coupes d'une île qui s'appelle Mentawai, hein, qui est à l'ouest de Sumatra. Et c'est la seule île dans laquelle ils produisent ces coupes de forme un petit peu ovale. Et qui sont, c'est pareil, c'est vraiment de l'art vernaculaire. Elles sont toutes différentes, mais toujours chargées de poésie. Puis ça, ce sont des jarres à sel qui viennent d'une petite île juste à côté de Sumba. C'est la seule île qui en produit, mais ils stockent le sel dans ces jarres-là. Voilà, on a 5000 objets dans notre showroom au domaine de Quincampoix. Donc on pourrait vous en parler pendant très longtemps, mais je pense que le temps nous est compté aussi. Donc je vous rends le micro. Merci. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Et chers auditeurs, je tiens à vous rajouter que cette année, le thème du salon est bien le développement durable, les matières premières. Et voilà pourquoi cette marque s'inscrit parfaitement dans ce salon.